La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui a moins de 100 jours de retard. Coucou les gens, je suis One A Pied, vous êtes dans le One A Club, l'émission qui parle de bande dessinée et qui le fait bien. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous allons avoir 4 chroniques et une petite rubrique crowdfunding. Sur les chroniques, je vais commencer par vous parler de Anna et l'Entremonde, de Marc Dubuisson et Si, des auteurs que je suis depuis longtemps et dont j'étais très curieux de voir ce qu'ils allaient faire ensemble. Mais je vais pas être seul à parler, parce que je suis toujours accompagné des meilleurs. Et je vais faire parler ce cher Tizak. Salut Tizak, de quoi vas-tu nous parler Bonsoir à tous. Ce soir, ce sera L'Aliéniste, un petit bouquin qui date un petit peu maintenant, mais qui est fort intéressant, tiré d'un roman. Bref, on en parle tout à l'heure. Ce sera enchaîné par Thio. Salut Thio. Bonsoir. T'as un programme sympa toi ce soir ? Moi, ce sera les Chimères de Vénus. Ouais, t'es bien parti, tu te sens motivé Je suis motivé, on va en parler, mais voilà. J'ai pas été à fond, mais visiblement des gens sont à fond aussi. Donc, Voilà. Et je crois que notre cher Jérôme, salut Jérôme, va nous parler d'une BD et l'impression que sur la vidéo, je ressemble un peu au titre de la BD. Mais bon, ça, c'est une impression. C'est exactement ça. Alors, après, si tu commences à changer les pseudos d'une émission à une autre, après, les gens vont plus s'y retrouver. Ouais, l'archiviste Jérôme, enfin, tu sais, les pseudos existent et n'existent pas. C'est ça. Eh bien, oui, donc effectivement, pour ceux qui regardent, qui ont l'image de ce dont on va parler ce soir, c'est l'image au centre. Et donc, rien ne vous aura échappé. Donc c'est boule à zéro, voilà. Non, je le dis parce que si tu le dis pas, franchement. Mais non, mais je voulais pas le dire. Ok, tu fais aucun. J'aime bien la BD skinhead. De foutre la merde dès le départ. C'est ça. Et ben on va pouvoir attaquer de suite. Et après ça, on parle de rien ? Oui, crowdfunding, je l'ai dit. Ah d'accord, tu sais, tu non, mais faut pas que je les annonce. Oh, tu peux, vas-y, annonce. Parce que du coup, on va parler de Promenons dans les bois et de Mes génies numéro 2. la suite. Voilà, la suite. On va embrayer dans la place. Ouais, Tout baigne. Anna et l'Entremonde. Une bande dessinée de Marc Dubuisson au scénario et Si au dessin. C'est chez Glénat pour 16,95 €. Et de quoi ça parle ? Las Palmas de Gran Canaria. Une ville insulaire au printemps éternel. Point de départ de presque toutes les expéditions vers les Amériques. Siège du meilleur restaurant d'Espagne. Non, ça c'est Los Cinco Sentidos, le restaurant de mon frère. Au cœur de la vieille ville, aux côtés de Telde. Oui, pardon. Revenons aux expéditions. Donne pas des coups de coude comme ça sur la table, tu fais bouger les Notez caméras. que j'avais noté qu'il fallait que vous me coupiez la parole à ce moment-là. Vous l'avez fait, c'est parfait. Non, mais ça, pour couper la parole, t'inquiète de rien, on est là. Donc, nous sommes en 1492 et Christophe Colomb se prépare à embarquer. Deux jeunes orphelins, Anna et Domingo, se retrouvent eux aussi embarqués, plus ou moins malgré eux, vers les Indes, ils pensent, mais bon, on sait que c'est le Nouveau Monde, hein, on s'y attend tous quand même. Mais d'abord, ils vont tomber parce que la Terre est plate, on vous avait prévenu. Hein. Je veux dire, c'est pas comme si c'était quelque chose qu'on n'avait pas dit depuis longtemps. Et que dessous la Terre plate, hein, quand tu passes le bord, Il y a les sauriens. tu arrives dans l'Entremonde, qui est peuplé de créatures étranges et qui a un destin bizarre. Mais certains des sauriens sont arrivés jusqu'au-dessus pour prendre le contrôle du monde. Avec Bill Clinton. Voilà, entre autres. Et Hillary. On le sait bien. Alors, on avait beaucoup aimé Si sur Radium Girls, qui est un album où elle avait utilisé un trait vraiment spécifique en jouant beaucoup sur des couleurs très douces, des couleurs très limitées. Ça fait beaucoup de traits, tout ça. Ouais, des couleurs très limitées. Bah, au pastel. Là, Au pastel. Pastel, Voire crayon papier, ouais, peut-être. aquarelle, Crayon de couleur. peut-être. Ouais, C'est ouais, aquarelle, il me semble. Aquarelle. Je crois que c'est possible. Bon, là, en gros, elle a décidé de tout lâcher. Elle s'en jette à fond. Elle y va soit aux encres, soit à l'aquarelle, je sais pas. Mais alors, les couleurs, c'est pétant que ça en peut plus. Elle part sur un style qui reste son style, mais en se permettant quelque chose d'un peu plus, on va dire, enfantin et plus jeunesse, un peu plus expressionniste. Elle se fait un peu plaisir sur les dessins, ce qu'elle va raconter. Et ça marche super bien. C'est efficace, ça bouge bien. Et franchement, pour de la BD jeunesse, moi, je trouve que ça cartonne. On voit toutes les influences. Que Ça ce soit cartonne. du manga, le travail de la mise en page qui va s'amuser à ne pas garder le gaufrier classique, mais que dans les moments où ça mérite de le faire. Du
très bel ouvrage. Au niveau du scénario, Marc Dubuisson, moi je le connaissais pour ses bandes dessinées humoristiques, quelque chose de beaucoup plus classique, voire politique, et il me fait toujours très très rire, sorte d'humour pince sans rire. Et puis quelqu'un dont le pseudo Twitter, il y a le mot pied dedans quelque part, peut-être que quelqu'un de bien. Auto-promo. Bah voyons. Oui, non mais c'est comme ça. En tout cas, je m'attendais à quelque chose, mais je savais pas trop quand même sur l'aventure jeunesse. Et ben là, il nous balance du mystère, de l'aventure. Il y a plein de bonnes valeurs. On est sur des héros qui sont plein de bonnes valeurs, de l'ouverture vers les autres, vers l'extérieur. En revanche, j'avoue que pour un premier tome, les héros manquent encore un petit peu de profondeur. Ils méritent d'être un peu plus fouillés. On sent qu'ils ont des choses qui traînent derrière à travailler. Et ça viendra sans doute dans les tomes suivants. Mais ça s'annonce vraiment très très prometteur. C'est un très bon début de série. C'est un point de vue original de jouer sur cette histoire de dire ah bah si finalement on disait que la Terre est plate et Christophe Colomb il est tombé. Alors maintenant peut-être qu'ils vont nous raconter le retour. Pourquoi est-ce qu'il dit non mais en fait elle est ronde. J'ai fait ouais, enfin j'en sais rien. Une grosse corde. Voilà. Il y a plein d'ouvertures possibles sur une infinité d'histoires possibles avec cet entremonde dont on suppose que il l'appelle l'entremonde. Ne serait-ce pas peut-être les entremondes? C'est un peu une question que moi je me suis posée à la lecture. C'est très 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 prometteur, ça fait très envie et j'ai hâte de lire la suite qui ne saurait tarder. À vous, qu'en avez-vous pensé? Je complète juste puisque tu viens d'en parler, la suite c'est prévu pour septembre. Ouais. Alors tiens, poursuis Ti. Écoute, j'en ai pensé du bien. Déjà parce que graphiquement, ça m'a beaucoup plu. Et effectivement, le dessin assez doux, malgré pas mal de scènes violentes, on va dire. Il y a une violence assez marquée oui, mais il y a un perroquet. dans le relationnel aux autres, aux enfants, aux femmes, aux étrangers. Mais voilà, grâce au trait, on reste malgré tout dans quelque chose d'un petit peu plus enfantin, un petit peu plus doux. C'est très agréable. Après, moi, je l'aime bien généralement les histoires qui tournent autour de Christophe Colomb, donc c'est un petit peu un sujet qui me botte bien. Et là, effectivement, c'est un bon premier tome, mais pour l'instant, j'ai un peu du mal à avoir un petit peu de relationnel, un peu de sentiment, un peu d'attachement à ce personnage principal. Les personnages secondaires sont plus intéressants. C'est exactement ça, c'est que les personnages secondaires, finalement, même le méchant, je vais pas donner la suite de son aventure, mais finalement devient plus intéressant à suivre. Donc voilà, il faudrait que la protagoniste principale quand même prenne un petit peu d'épaisseur pour qu'on ait vraiment envie de suivre ses aventures et pas que l'aventure générale de l'histoire. Ok, avez-vous quelque chose à rajouter, Thio, Jérôme, archiviste Non Ne me regarde pas comme ça, Jérôme, s'il te plaît. Avec ses lunettes, c'est très déstabilisant. C'est très déstabilisant, ouais, ça franchement, c'est quand même... Dis-toi que moi je l'ai à côté. Ouais. Légèrement dans non, mon j'ai dos. pas grand-chose à Garde les rajouter. mains sur la table, Jérôme. J'ai trouvé ça très joli. Après, j'attends effectivement que ça décolle bien au tome 2. Mais déjà, c'est un beau pavé, il se passe beaucoup de choses. Donc voilà, c'est ça. Ça raconte déjà quelque chose, mais il nous faut un peu, je pense, disons je trouve ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas attendu pour se dire on va mettre de l'action et du dynamisme. Ils ont peut-être pas encore tout expliqué. C'est peut-être pour ça que du coup le personnage principal manque un peu de profondeur, mais on en voit déjà des actions. L'histoire est quand même assez sympa. Moi, je trouve, j'ai bien aimé, j'ai pris un certain plaisir à le lire. Je rajouterai pas grand-chose à ce que vous avez dit parce que c'est assez complet. Juste quand même préciser qu'elle a son trait qui est assez caractéristique et ma foi, c'est quand même un bon signe pour un auteur d'avoir un trait un peu reconnaissable avec son deuxième album seulement. Elle a une communauté très importante qui la suit sur les réseaux sociaux et qui est très fidèle. D'où problématique, si jamais vous la croisez en salon, c'est pas facile d'avoir une dédicace, autant vous le dire tout de suite. Il faut faire la queue. Mais ça vaut le coup. C'est possible. C'est une fille hyper sympa. Et là, au niveau de la mise en couleur, elle a une patte aussi qui est intéressante. Donc voilà, moi j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé. Mais pareil, je suis un peu dans l'attente du deuxième de la suite. Voilà. Donc, Anna et l'Entremonde, le tome 1 par Marc Dubuisson et 6 chez Glénat pour 16,95 €. Donc, nous passons maintenant à une histoire dérivée de Ridley Scott, le film qui est sorti il y a quelques années. Non.
merde. C'est pas Alien 6, c'est l'aliéniste. Pourtant, je l'ai lu. Je devrais savoir, quoi. La blague moisie, là. Oh, les gars. On a un J'ai quota. essayé, tu vois, j'ai tendu la main à cette espèce de On a- mon détresse, là. On a un quota de blagues pourries à faire par émission. C'est notre charme. Ouais. C'est de Gabriel Bá, d'après Joaquim Maria Machado de Assis, et Fabio Qu'est-ce qu'il Moon est fort. chez Ouais, Urban il est Comics magnifique. pour 16 €. Il est meilleur sur l'espagnol quand même. Que sur l'anglais, oui. Stop. Attention, les C'est gars. du portugais. C'est du portugais. C'est du portugais. Ça se ressemble. Quand Ah non, là, attention. Non. même. D'ailleurs, j'ai attention, dit de risque, là. Assis et j'aurais dû dire C'est de le Assis. portugais parle espagnol. Bon. L'espagnol ne parle pas portugais. C'est un peu l'idée. En même Bon, temps, ils sont beaucoup moins. on pourrait aller dans le On cœur peut du avancer. sujet. Alors, je rajouterai juste que donc c'est de Fabio Moon et Gabriel Bá, qui, même s'ils ne portent pas les mêmes noms, parce que ce sont des noms d'artistes, sont quand même des frères jumeaux, sont aussi les auteurs de Day Tripper et d'Umbrella Academy. Umbrella Academy, oui. Voilà, donc dans ce bouquin, nous voilà plongés presque en huis clos dans la ville d'Itagai. Et cette petite cité, on va suivre un petit peu ce qui lui arrive. Il y a fort longtemps, un certain médecin, le docteur Simon Bacamarte, est fils d'un noble du pays, devient le médecin le plus important du Brésil, du Portugal, mais aussi d'Espagne. Il a été formé à l'université de Coimbra, de Padoue, etc. Bref, 34 ans, le roi veut qu'il soit près de lui, qu'il s'occupe de l'université de Coimbra ou qu'il s'occupe des affaires de la monarchie à Lisbonne. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est la science. Et donc, pour ce faire, il retourne dans sa petite ville d'Itagai au Brésil et il va multiplier les lectures, les guérisons, etc. Mais il veut essayer de briller. Et pour briller, il va trouver un domaine encore à défricher, celui de la psyché, la psychanalyse, ou en tout cas des maladies psychiques. Et soucieux que la médecine, mais qu'aussi lui se couvre un petit peu de gloire, il va voir le conseil municipal, il propose que tous les fous qui sont finalement cloîtrés chez eux, ou en liberté dans les rues, soient finalement accueillis au sein d'un bâtiment pour qu'on puisse d'une part les regrouper, éviter qu'ils posent des problèmes, mais aussi qu'on puisse les soigner. Et il va falloir quand même payer pour tout ça. Et donc il demande que ce soit le conseil municipal et les familles des administrés concernés qui sortent un petit peu des sous de la poche. Les réactions sont vives, mais au final, une immense villa est construite. Celle servira d'asile, mais également de logement au docteur Bacamarte. Cette maison sera baptisée la Maison Verte en raison de ses volets. Et l'endroit est inauguré en grande pompe, mais très très rapidement, le docteur Bacamarte est un peu embêté parce qu'il y a énormément de patients. Il y a beaucoup plus de fous que prévu dans cette petite ville. Et donc, on rajoute de nouvelles chambres, et puis on commence même à mettre en geôle des gens qui, au départ, n'ont pas l'air du tout fous. En tout cas pour la population normale. Mais, selon les critères du docteur Bacamarte, ils le sont, et ils ont des pathologies à soigner. Les rumeurs sont grandissantes, on ne sait pas trop si quelles sont ses motivations finalement. Est-ce que c'est pour la science? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour le pouvoir? Est-ce que lui-même est devenu fou? Bref, s'en suivront des révoltes, des combats, toujours sous l'œil plutôt flegmatique et scientifique du docteur Bacamarte. Donc au départ, c'était un roman qui s'appelle O Alienista, qui est une nouvelle écrite, donc, comme l'a dit Piepied, par Joaquim Maria Machado de Assis, en 1882, donc ça date pas d'avant-hier. Mais ce texte fait partie des textes fondateurs de la littérature brésilienne, et Gabriel Bá et Fabio Moon s'en sont emparés pour en faire une adaptation visiblement assez fidèle. Donc on va suivre toutes ces péripéties presque politiques et sociales, plus que réellement scientifiques. Le travail d'adaptation est visiblement bien réussi. La narration, elle, est assez ingénieuse. On arrive à s'attacher à ce personnage qui est d'une froideur impressionnante. Et pour autant, voilà, on a envie de voir comment tout ça va fonctionner. Il y a une agitation folle autour de lui, et lui reste parfaitement calme. C'est donc une très bonne adaptation. Le dessin, moi je l'ai trouvé vraiment très joli, assez fin. La palette de couleurs est très restreinte, mais elle arrive à conserver cette atmosphère un peu rétro, un peu chaude, un petit peu à la façon de certains westerns qui nous mettent dans cette espèce de petit mystère. En résumé, pour moi, c'est une franche réussite. Bien, bien. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez réussi dans l'esprit des récits, des nouvelles un peu,
Ah, ça y est, je trouve le mot des lumières, tu vois, non, Pseudo-scientifique, des lumières, tu vois, qui vont un peu dans ce côté-là. Et je trouve que ça marche bien avec ce côté scientifique, avec ce personnage principal qui reste très scientifique dans ses réactions. Parfois un peu trop, hein, voilà. Mais on pourrait même parler du relationnel qu'il a à sa femme. Il a un petit souci relationnel. C'est un truc de dingue quand même. Moi, j'ai passé un très très bon moment avec cet album. Archiviste. Bon. Alors, la mise en couleur, moi j'aime bien. C'est assez chaud, c'est sobre, palette de couleurs réduite, comme l'a dit Thio. Bon, après. Non, c'est moi, mais c'est pas grave. Pardon. Lui, c'est Isaac, moi, c'est Thio. Ça se ressemble. Les gars, comme l'a dit Titi. Oui, mon chouchou. Alors, ça, c'est pas mal. Du coup, ça passe presque crème pour tous, en fait. Hein. Ouais. Pour tout le monde. Sauf pour Pierrick. Pipi, ça marche pas. Sauf que moi, je lui fais quand même deux reproches et un gros avantage. Le premier reproche, c'est que c'est assez verbeux pour moi. Il y a quand même beaucoup de texte et parfois beaucoup trop de texte. On est sur une adaptation de roman, je l'entends bien. Donc, c'est normal aussi. C'est souvent l'écueil. C'est un peu souvent l'écueil. La deuxième chose, c'est quand même que la fin est quand même très, très attendue. Et on la voit arriver gros comme une maison. Et c'est un peu cousu de fil blanc. Ceci étant, le gros avantage, c'est que on découvre cet auteur, J.M. Comment tu as dit Joaquim Machado. Joaquim Machado. Oui. Non, Maria Machado. Ah, Joaquim Maria Machado de Assis, qui semble-t-il est le plus connu et le plus traduit de tous les auteurs brésiliens. Et j'en suis absolument ravi parce que je ne le connaissais absolument pas. Et donc, c'est une très bonne manière d'appréhender cet auteur et de le découvrir par l'intermédiaire de cette bande dessinée. Honnêtement, voilà, en termes de culture générale, ça me manquait un peu. Et je suis complètement ravi, et c'est pas du tout ironique, d'avoir découvert cet auteur. La bande dessinée peut servir à ça aussi. Voilà, maintenant, c'est pas une BD qui m'a plus emballé que ça. L'histoire est intéressante, mais encore une fois, ça m'a pas renversé. Moi, ce que j'ajouterais, c'est qu'il y a un côté absurde, où même si on sait où elle va nous mener, on s'y attend globalement. C'est le plus gros film, et les autres sont probables. Voilà, tu as un côté absurde qui est très bien écrit, et pour une adaptation, je trouve que justement, il arrive, en utilisant beaucoup les dialogues, plus que le texte derrière, à rester verbeux, mais ça passe en BD, tu vois. Je suis déjà tombé sur des adaptations de BD où le mec, t'as l'impression qu'il te fait des encarts pour te raconter ce que tu vas voir. Tu sais, c'est du Blake et Mortimer presque. Donc voilà. Donc je trouve que là, ça marche plutôt bien. Il aurait peut-être pu gagner en allongeant un peu pour permettre des moments de pause, etc. Mais quelque part, on est dans ce côté un petit peu de la farce. Où faut que ça parle, faut qu'il se passe toujours quelque chose, il y a quelque chose d'assez... Voilà. Moi, j'ai vraiment... pour moi, c'est une sorte de pièce de théâtre en huis clos. Hein, et on est vraiment enfermé et tous les protagonistes se sentent un petit peu enfermés. Et quand il arrive une solution, elle arrive de l'extérieur. On est vraiment dans une façon de construire le récit très, très théâtral. Donc voilà, pour revenir sur ce que tu disais, je suis d'accord avec toi. Ça peut être une porte d'entrée aussi pour aller chercher la partie roman. Celui-ci ou d'autres. Et j'ai découvert qu'il existait une collection, je crois, chez Folio, en double trad, donc page de gauche en portugais pour le coup, et page de droite en français pour ce O Alieniste. D'accord. C'est ça. Ok, l'Aliéniste de Gabriel Bá, d'après Joaquim Maria Machado de Assis. Et Fabio Moon au dessin. Oui, parce que les S se prononcent Fabio Moon en portugais. Voilà, Fabio Moon et Gabriel Bá, c'est eux qui ont fait l'adaptation. Ouais, qui est très bonne adaptation pour le coup. Chez Urban Comics pour 16€. C'est le moment de la pub. Et la pub, c'est avant tout remercier nos tipeurs, ceux qui nous soutiennent et qui nous aident. Nos tipeurs, c'est Matt Deka, Chevron, Warloff, Stéphane, Cobal et Boob. Merci beaucoup à vous. Vous nous permettez de mettre des sous de côté pour aller à des festivals à l'étranger, loin. Oui, Castres, c'est l'étranger, c'est le Nord. Ouais, c'est le Grand Ouest. Jusqu'à preuve du contraire, on n'y est pas encore à Castres. Ouais, on va essayer. Bref, c'est un de nos objectifs. Mais si vous voulez nous soutenir, vous n'avez pas que Tipeee. Vous avez bien sûr les liens vers les bandes dessinées chez Bubble qui vous permettent de faire des commandes chez votre libraire favori. Titre Castres, c'est le Nord, je note. On peut faire 2 secondes de silence parce que Cobal n'est pas là ce soir. Ouais, c'est vrai. Ça y est, c'est fait.
Ok. Par contre, on a un titre. Hein. Castres, c'est le nom. Ouais, Je viens de le dire. Je viens de le dire. Ah, pardon. Merci. Ah, t'écoutes vraiment pas non, ce qu'il dit, en non, fait. mais j'étais en train de lire du coup. Ah, il peut pas. Ouais. Ben non, comme je faisais ma chronique, du coup, je lisais pas le machin. Il vient de l'écrire. Comme je faisais dans le Enfin, bidule, bon, enfin, voilà, dans le truc non. mèche, quoi. Voilà. Bon, donnez-nous des sous, quoi. Bref, donner des sous. Non, mais C'est vrai, pourquoi se faire chier pendant 2 De la combats, flouze du pèse. Ouais. Les chimères Allez, de donnez des Vénus, sous à l'arc. Alain Hérol au scénario et Étienne Jung au dessin et à la couleur, qui est un spin-off du Château des Étoiles. Ce que Thio va s'empresser de nous raconter, c'est chez Rue de Sèvres pour 15 €. Ils sont pas chers, Rue de Sèvres. C'est donné. Mais tais-toi. C'est donné, c'est gratuit presque. On est en 1874. Les vaisseaux donc des puissances terrestres donc s'élancent dans les terres pour conquérir les planètes du système solaire. Voilà, c'est beau. Du coup, c'est pas un spin-off. Si. Un Pourquoi spin-off, c'est c'est pas un truc qui se passe avant? Non. Non. Ah, pardon. Ça, c'est un préquel. Ah, c'est un préquel, pardon. Un spin-off, c'est une série parallèle, Parfait. dérivée. Parfait. Comme les produits. Ah bah, les anglicismes. Ok, on les fait tous, les crossovers aussi, comme ça Oh, un pour, les reboot, pour les voitures. un relaunch. Alors c'est quoi la différence entre le reboot et le relaunch? Alors, le relaunch, je te reparle. Donc, non, voilà, hein, c'est bon. Alors l'actrice, danseuse, Hélène Martin, débarque sur Vénus. Je vous la fais assez rapide. Hein, c'est un monde sauvage, donc avec couvert de brume, à la recherche de son fiancé, qui est malheureusement dans les geôles de Napoléon III. Les jeunes fascistes. Ouais, c'est ça. Liberables. Pardon. Et elle est poursuivie donc par le duc de Chouligny, qui va là, justement, l'entraîner un petit peu dans les différentes rivalités entre les empires, parce qu'on a aussi les Anglais, forcément, qui sont sur Vénus. Faut pas qu'on se tape sur la gueule de quelqu'un. C'est une Vénus sur Vénus. Une Vénus sur Vénus. Donc, on va embarquer pour une nouvelle planète dans le Château des Étoiles. Je dirais à la fois pour le bonheur et le malheur de cette bande dessinée, à mon goût totalement personnel. Je vous dis... Ton avis, c'est pour plus tard. Ben si, je vous le donne maintenant, en fait. Et les cache-pistaches. Vous avez 2 noms, en fait. Donc, dans ce bouquin, c'est Alain Hérol. Et là, déjà, tout de suite, Alain Hérol, tu te dis... Ça va envoyer du pâté, c'est lourd, quoi. C'est... Ouais. Et puis, Étienne Jung, aussi, pareil. Tu te dis, putain, au niveau des dessins, ça peut envoyer du truc, quand même. Tu redonnes un peu le CV d'Alain Hérol pour les gens qui n'ont pas... Alors, il a fait... Garolfo. Garolfo. Il a fait un truc avec des capes et des dents. Des crocs, Ouais. de cap et de crocs. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça, j'ai facile le Oui, teubé. non, c'était juste. Voilà. Et Young, tu veux qu'on le fasse aussi ou... Vas-y, je connais pas, moi. Young, pour le coup. Et il nous a fait... Alors, s'il a fait... Gargouille. Oui, Gargouille et... Bruce Lee. Non, un truc... Les chimères de Vénus. Je voyais autre chose. Mais j'ai un autre titre en tête, mais c'est pas grave. Je vais te le chercher, vas-y. Vas-y, continue. cherche-le. C'est pas grave, en soi. Donc, on a un scénario qui est très différent de ce qu'on a eu dans le Château des Étoiles d'Alex Alice. C'est plus brutal, c'est un monde qui est beaucoup plus sombre. C'est une vraie proposition différente par rapport au Château des Étoiles. Ça, c'est au niveau du scénario, avec du coup aussi 2 héroïnes, c'est-à-dire qu'on a vraiment 2 personnages féminins qui sont au centre de l'histoire, contrairement au Château des Étoiles où c'est un groupe de jeunes. C'est différent. Ok. Au niveau du dessin, on a des dessins qui sont super soignés, des décors qui sont top, les couleurs sont sur un ton qui est très 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 vif. C'est beau, c'est un super travail. Donc c'est une bonne bande dessinée. Je veux dire, là, je vous dirais, le scénario et le dessin, tout concorde pour matcher. Bon, ben malheureusement, pour moi, c'est un super bon bouquin, peut-être. C'est un scénario efficace, ça a des bons dessins, mais malheureusement, j'ai pas réussi à me décrocher du Château des Étoiles. Ce qui fait que j'ai trouvé que les Chimères de Vénus sont très nettement, pour moi, en dessous. Mais pour autant, comme je vous le dis, le scénario était bon, le dessin est pas mal. Merde, c'est chaud, quoi. Voilà. Donc, je ne l'ai pas apprécié, mais je vous dis franchement, c'est, je pense, un bon bouquin qui peut plaire à beaucoup de monde. À moi. Ouais, non, moi j'ai bien aimé, parce que justement, ce que j'ai apprécié dans l'approche d'Alain Hérol, c'est qu'il a su faire quelque chose en allant chercher dans les mêmes types d'inspiration au niveau de l'époque, au niveau de ce qu'il avait raconté, en apportant d'autres. Là, on est beaucoup... Enfin, déjà, graphiquement, moi, ça me fait penser beaucoup au Roi et l'Oiseau, tu vois, à ce style graphique-là, style d'animation, un peu à l'ancienne. Il allait chercher beaucoup plus dans le côté très, très pulp, avec des dinosaures, des trucs comme ça, très ancien, tout en gardant tout son verbe, hein, parce qu'Alain Hérol, c'est un gars qui sait écrire des dialogues de façon superbe.
et en faisant quelque chose de très cliché dans la narration, tout en étant avec des personnages féminins mis en avant. Mais voilà, il arrive à ce qui apporte de la modernité. Et j'ai trouvé vraiment que voilà, ça marchait très bien parce qu'il avait fait un beau pas de côté par rapport à Château des Étoiles pour ne pas faire la même chose. Et c'est très difficile quand tu fais un spin-off, justement, de réussir à faire ce pas de côté tout en ayant compris l'idée de l'œuvre originale. Et moi, c'est ça ce que ça m'a donné, c'est qu'il a compris ce que voulait faire Alex Alice avec le Château des Étoiles au niveau de ses inspirations, de ce qu'il allait chercher. Et il allait en chercher d'autres pour garder un peu la même ligne. Et alors, effectivement, c'est très bien fait, c'est une très bonne BD. Le scénario est un peu cliché, tout ce qu'on veut, on peut deviner plein de choses qui vont se passer à l'avance, etc. Mais c'est quelque chose qui est fait dans le sens de l'hommage. Je trouve, à un genre, à une forme de narration, et ça marche pour moi super bien. Alors que je t'avoue que quand Thio me l'a vendu, je suis allé un peu à reculons. Et voilà, donc je trouve que c'est une belle réussite qui allie très très bien le fond et la forme, justement, en allant chercher dans ces vieilles histoires derrière. Voilà. Alors pour moi, c'est un petit peu différent. Moi, j'y suis allé à fond dedans. Je voulais vraiment me plonger dedans, et au plus j'avançais et au plus je reculais. Et oui, tu t'arrêteras là. Vraiment, ça a été compliqué parce que, effectivement, comme l'a dit Mathieu, c'est bourré de qualité, mais c'est pas ce que j'attendais. Et du coup, il y a une forme de déception qui apparaît, pas parce que c'est mauvais, mais parce que ça ne correspond pas aux attentes quand on a un petit pataflard, le Château des Étoiles. Voilà, je trouve qu'au niveau de la narration, c'est très très différent. Au niveau du dessin, c'est extrêmement différent. Et finalement, même au niveau du monde, ouais, il y a un cousinage. Mais on est sur un cousinage finalement un peu lointain. Et c'est ce qui m'embête un petit peu. Il y a un côté produit dérivé pour moi, pour le coup, qui m'embête un petit peu parce que finalement, le fait qu'il y ait le petit encart Château des Étoiles, c'est presque anecdotique. On va dire qu'ils ont gagné 10 pages de narration pour pouvoir le raccrocher à quelque chose de totalement indépendant. Créer le background de façon totalement indépendante. Donc au final, ça m'embête un petit peu, voilà, qu'il y ait une filiation Château des Étoiles, parce que pour moi, je la cherche encore, et c'est ce qui m'a un petit peu embêté. Je vais rejoindre totalement Azertov, c'est-à-dire que le personnage principal, j'ai l'impression de voir une ressucée de Cendrillon, et on est effectivement, comme le dit aussi Azertov, on a l'impression, au niveau du dessin, que c'est un espèce de Disney, un film d'animation qui a été mis en bande dessinée. Pour moi, j'ai retrouvé la sensation, pour l'avoir vu il n'y a pas très longtemps, de Taram. Alors pour moi, c'est Taram et le Chaudron Magique, ou de Robin des Bois, parce qu'on a retrouvé aussi un vieil album de Robin des Bois, avec les scènes du dessin animé qui sont simplement posées sur le papier, quoi. Et ça m'a fait vraiment cette impression-là. Ouais, côté de rétro SF. Quoi. Ouais, exactement. J'aime bien, moi. Et tu vois, Azer a dit exactement la même chose avant que je fasse la chronique. C'est vraiment, j'ai cette sensation-là sur cet album. Alors qui intrinsèquement est bon, hein, mais qui pour moi a ce côté Château des Étoiles estampillé par erreur. Voilà. Ou en tout cas pour raison de commerciale, et ça me déplaît un petit peu. Jérôme. Alors, je ne partage pas. Ah ben voilà, c'est bien, on a des avis. Quatrième avis, disons. Voilà, donc non, moi je trouve que le lien avec le Château des Étoiles, pour moi, il fait pas de doute. On est vraiment sur cette découverte d'un univers. Alors on était avec Mars dans le Château des Étoiles, on est avec Vénus. Voilà, le voyage interplanétaire à travers les terres est bien acté. Donc pour moi ça fait pas de doute, et c'est un petit peu comme Léo quand il développe son univers avec Aldébaran, Bételgeuse, etc. Ça enrichit finalement l'univers du Château des Étoiles, et moi ça me convient plutôt pas mal. Par contre, personnellement, j'ai pas spécialement aimé le scénario, que j'ai trouvé assez moyen, et surtout, et là j'en suis désolé pour le dessinateur, mais j'ai pas du tout aimé son dessin. Enfin, je n'aime pas du tout son dessin. Donc voilà, donc cet album-là pour moi est raté graphiquement. Je suis désolé, j'aime pas flinguer un album, mais voilà. Au niveau du scénario, il est assez moyen. Par contre, j'aime bien l'idée d'enrichir l'univers du Château des Étoiles, et pour moi, il a une place
malgré tout, même si c'est une place ratée, mais c'est il a bien. une place dans Après, ces l'univers quatre du Château avis des Étoiles. totalement différent. Je pense que ça peut vous donner envie de vous faire le vôtre. C'est ça. En tout cas, on a dit tout et son contraire, je crois, sur cette chronique. C'est assez rare qu'on soit aussi... comme voilà. quoi, tu vois, c'est vraiment les interprétations de chacun. Hein. Donc, c'est Les Chimères de Vénus, le tome 1 par Alain Hérol et Étienne Young, chez Rue de Sèvres pour 15€. Comme quoi, en fait, quand on a tous lu la bande dessinée et qu'on fait pas semblant de l'avoir lu, ça marche. Mais comment ça faire semblant? Vas-y. Ah, mais il fallait que je la lise, celle-là aussi? Eh ben oui. Ou la 0 de... Des fois, il vaut mieux faire semblant parce que du coup, on est plus d'accord, quoi, tu vois. C'est ça. Zidrou au Ouais, scénario je suis et d'accord, Ernst au c'est dessin. Donc, on en a parlé il n'y a pas longtemps, pour ceux qui nous suivent en podcast la semaine dernière dans Canaille BD, mais on voulait apporter un peu un regard un peu plus adulte et peut-être un peu plus pédagogue. Tu dis Et adulte parce que c'est 0? Oui, Ouais. c'est ça. Et c'est Jérôme qui va nous en parler. Zéro. Oui, alors, effectivement, c'est intéressant. Et puis, je trouvais que c'était intéressant de faire un petit parallèle entre ce podcast historique qui est le One Eye Club avec les petits frères et les petites sœurs du One Eye Club que sont Canaille BD. Et La puis, splash page. voilà, La regrettée splash page. Ah, ça y est, je vais dire merci. j'ai pas osé la dire parce que voilà, mais quand même, elle existe encore quelque part dans nos Dans cœurs. nos Elle cœurs. existe. Et puis dans les disques durs de Pierrick aussi. Et alors, c'est l'occasion aussi de faire un petit retour sur cette série, qui est maintenant une série iconique de la maison d'édition Bambou, puisqu'on en est quand même à son 10e... arrête de te gratter la barbe, s'il te plaît. C'est pas la barbe. Ah bah voilà. En fait, tu rajoutes des poils au micro alors qu'il n'y en a pas sur la tête de Zita. C'est pas gentil. Et donc, du coup, on en est à son 10e... on en est à notre 10e album, 10e tome de cette série par Zidrou et Ernst. Alors, Zidrou, il est un peu agaçant parce qu'il fait quand même plutôt des bonnes BD et c'est plutôt un gars qui fait des BD réussis, sensibles, sans étant dans le pathos. Donc, moi, j'aime assez bien tout ce qu'il fait. Du coup, il m'agace un peu parce qu'on aime bien aussi les faiblesses et voir quelqu'un qui se plante. Mais Zidrou, il se plante pas trop. Et Ernst, c'est juste une crème, en fait. C'est une perle, cet homme-là. Qui habite dans le sud-ouest de la France et qui a, au-delà de cette bande dessinée, au-delà de cette bande dessinée sur laquelle on va revenir, mais il a développé une association sur laquelle je vais en dire 2 mots. Donc Boule à Zéro, c'est l'histoire de Zita, qui est une petite gamine d'une 12-13 ans au début de la série, qui finit à 16 ans avec le 10e tome. 14 ans. 14 ans. Elle fête ses 13 ans dans le premier tome et passe à 14 ans. 14 ans dans le 10e. Tu vois, je la voyais plus grande que ça. Mais en même temps, elle fait pas son âge, puisque c'est vrai que sans cheveux, tout de suite, on perd un petit peu la notion. Donc, elle a une leucémie et elle est à demeure à l'hôpital Le Goff, hôpital imaginaire, dans lequel elle va nous faire découvrir à la fois les autres malades et le personnel hospitalier, qui est un véritable personnage à part entière, donc avec ses habitudes, son personnel, ses infirmières, ses médecins, ses copains qui ont des différentes maladies avec lesquelles elle traîne, et c'est un personnage emblématique de cet hôpital. Donc elle se balade un petit peu comme elle veut. Dans les différents albums, Ernst et Zidrou abordent à chaque fois des thématiques un peu différentes, et honnêtement, avec un succès un peu mitigé aussi, on va dire, avec des albums plus ou moins réussis, mais avec une qualité générale qui est assez exceptionnelle. Il faut dire que cet album a été réalisé en partenariat, au moins pour les premiers, avec un personnel médical qui a donné des conseils, qui a donné à Ernst et à Zidrou accès au back-office des hôpitaux, donc pour voir exactement comment ça se passe, et ça c'est intéressant. Et c'est un album qui est distribué dans les hôpitaux, et avec un succès qui ne se dément pas, à la fois auprès du personnel, auprès des malades et auprès des parents des malades. Donc Zita, elle va nous faire découvrir cet univers, elle va nous faire découvrir les maladies des autres, l'absence, la mort. Tout ça, c'est des thématiques qui sont graves, qui sont un petit peu plombantes, mais ce n'est jamais traité avec du pathos parce que Zita, elle est combattante et combative par-dessus tout. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel qui permet aux enfants d'à peu près tous les âges et aux adultes de s'y retrouver et de découvrir les aventures de Zita.
Moi, je trouve que un tournant se passe dans le tome 7, puisqu'on a aussi l'univers personnel de Zita avec ses parents. Elle est plus ou moins abandonnée par ses parents. Et avec 6. C'est dans le 6 crois, non, il me semble que c'est dans le 7. Hein. Le fantôme de la chambre 612. 8. C'est dans le 8, le fantôme de la chambre 612. Ouais. Le 8. C'est lui le seul qui a une couverture très triste. Et avec le retour de son père qui permet d'aborder des thématiques très fortes. Très, très fortes. Dans le tome 10, elle sort de l'hôpital et on n'en dira pas plus parce que je suis convaincu que l'affaire ne s'arrête pas là. Je déborde de mon temps, mais je dis 2 mots sur l'association qui a été montée par Ernst, par le dessinateur, qui s'appelle 2000 BD. Où en fait, alors c'est pas à chaque sortie d'album, c'est régulièrement, on va dire tous les 2 ou 3 albums, il lance une opération en partenariat avec la maison d'édition Bambou pour récupérer 2000 albums qui sont gratuitement distribués dans les hôpitaux. Donc, quelque part, quand on achète un album de Boula Zéro, on contribue un petit peu à cette mission qui est aussi d'apporter un petit peu de lecture, une bande dessinée aux enfants hospitalisés. Et au-delà de ça, il y a eu d'autres opérations mises en place par l'éditeur, aussi pour offrir des BD, les amener dans les hôpitaux, etc. C'est ça. Donc il y a pas mal de distributions. Et Ernst intervient régulièrement dans les hôpitaux, aussi lui-même, pour faire des animations auprès des enfants. Donc moi, oui, Boula Zéro, j'en ai dit déjà beaucoup de bien dans Canaille BD. C'est une série que je trouve très réussie, justement, parce qu'elle arrive à traiter de sujets très difficiles, sans tomber trop dans le pathos, ce qui est une des qualités de Zidrou, et en ayant un langage qui parle aussi bien aux plus jeunes, enfin en tout cas c'est ce que je vois avec les lectures de ma fille qui a adoré, et aussi aux plus vieux, et même s'ils arrivent à pas aller dans le pathos, il arrive à nous faire verser la petite larme, même dans les choses pas tristes. Enfin voilà, je trouve globalement que c'est magnifiquement écrit. Graphiquement, je vais en reparler un peu, on reste sur un style très BD agronné à l'ancienne. Ernst, c'est un dessinateur, c'est un vieux de la vieille, quoi, c'est pas un tout jeune. Sa BD précédente à succès fait très boomer, ça s'appelait Les Zappeurs. Tu sais, des gens qui zappaient sur la télé avec la télécommande, tu vois. Donc autant te dire que je pense que cette BD-là a dû très mal vieillir au niveau des thématiques. Et là, ce qui est bien, justement, c'est que je pense que Boula Zéro est une BD qui a peu de chances de vieillir parce que c'est des thématiques qui, malheureusement, on rencontrera toujours. Pour moi, c'est un coup de cœur sur l'ensemble de la série. Si vous voulez commencer la série, moi, je ne peux que vous recommander de commencer par les tomes 7 et 8 qui forment un diptyque et qui sont, pour moi, un cœur battant de cette série et sans doute le binôme le plus fort. Kyo, toi, t'en as lu quelques-uns. Tu as quelque chose un peu à ajouter sur la série ou on passe à la suite? Je crois que l'archiviste a été tellement pro là que tu fais. Non, mais ça prend aux tripes. C'est ça, c'est que je suis trop long en fait. Moi, je l'ai pas lu du tout. Alors j'étais aucunement dans la moquerie, j'étais vraiment dans l'admiration sincère. Maintenant, c'est dommage que tu le prennes comme ça. Et puisque tu le prends comme ça, on va te péter le nez. BD agronné, t'inquiète pas, ça va arriver. Moi j'avais lu, je crois, peut-être les 4-5 premiers tomes, donc du coup je suis arrivé au cœur battant. Tu vois, c'est peut-être ça aussi qui m'a manqué. Mais c'était vraiment, je trouve, c'est toujours une très belle série. Je suis pas allé au bout et on me les a passés, mais j'ai pas eu le temps de les lire. Voilà. Tu peux repartir avec si tu veux. Mais si vous mettez un coup de cœur, je vous laisse le faire. C'est votre bonheur à vous. Oui, non, ça le mérite. Ok, donc Boula Zéro de Zidrou, Serge Ernst, et Louis-Laurent Carpentier aux couleurs, et puis il y a Diaz qui est noté sur les derniers, je sais pas ce qu'il fait, surtout du décor. Je sais pas ce qu'il fait. Non, j'ai pas réussi à trouver. Il a vu la lumière, il est rentré. Il est crédité, mais dessin, Ernst et Diaz. Donc je pense qu'il doit être peut-être sur les décors, ou ce genre, voilà, ils ont crédité un assistant, ce qui se fait de plus en plus, et c'est bien. À moins qu'il soit plus assistant, j'en sais rien. Peut-être que j'ai dit du mal de lui sans le savoir. Peut-être qu'il a fait que les décors des salles blanches. Voilà, c'est le spécialiste en salle blanche. Waouh. J'ai voulu être gentil, on m'a kické. Voilà. Le pauvre mec, il a rien demandé à personne. Continue à être gentil. Défoncé, quoi. Online.
Je sais pas pourquoi j'ai mis le générique online alors que tu as un super C'est beau du crowd. C'est réel. ça, j'en ai un super joli en fait. J'ai sur Voilà, l'online. je pense que c'est foireux, mais c'est pas grave. Tu vas nous parler de Prendre-nous dans les bois, l'édition intégrale et le tome 3. Mais qu'est-ce que c'est? Exactement. Alors, c'est des éditions de Dreamcatcher qui font ça. Alors, c'est une petite association qui est pour l'auto-édition des petits auteurs pour les lancer en bande dessinée. Donc, Promenons-nous dans les bois. Le pitch, c'est une version revisitée. Excusez-moi, forcément, j'étais en train de faire Un peu plus sombre et adulte. un peu plus sombre et adulte du Petit Chaperon Rouge, où en fait on va avoir l'histoire de deux sœurs qui vont justement se combattre le grand méchant loup. Je vais pas en dire plus, de toute façon, j'avoue, je vais être honnête, je n'en sais pas plus. Il y a du fan service ou pas avec les deux sœurs? Je n'en ai aucune idée. Ah, merde. Mais par contre, voilà, moi j'ai vu, on va dire, pas mal d'images sur internet, j'ai trouvé ça très joli. J'ai vu du coup le crowdfunding, je me suis dit waouh, ça a l'air de bien envoyer. Et en plus, j'ai trouvé que c'était un super crowdfunding parce que c'est très bien fait. Là, c'est le dernier tome qu'ils veulent auto-éditer, donc le tome 3. Et ils proposent donc soit de pouvoir acheter le tome 3 pour 25 €, ou vous pouvez directement commander l'intégrale des 3 tomes pour 35 €. Et en plus, cerise, mais alors totale sur le gâteau, c'est que tous les albums intégrales ou tome 3 seront dédicacés par Elérine. Voilà. Elle va avoir du pain sur la planche. Elle est déjà à plus de 200 dédicaces. Je lui souhaite bien du courage. Mais voilà, c'est vraiment. Je trouve, Elle a fabriqué un tampon. J'ai pas l'impression, malheureusement pour elle. Je pense qu'elle va pas le faire au tampon. Donc voilà, une bien belle, un beau crowdfunding. Je pense que ce sera un bon bouquin. Moi, le dessin m'a beaucoup plu. C'est typé manga. Typé manga, tout à fait. Et ça a l'air d'être quand même assez sombre, assez sanglant et un petit peu violent. Tu as dit sur quelle plateforme, pardon? C'est sur Ulule. Sur Ulule. Youloul. Alors c'est déjà backé, ils ont déjà réussi le projet et là ils en sont en train d'attendre les 400% pour avoir le coffret pour ranger les 3 tomes ou pour ranger l'intégrale. Sinon vous avez des boîtes à chaussures. C'est moins visuel la boîte à chaussures, monsieur. Le deuxième? Mes élèves, ma bataille, le tome 2 de Mes génies. Tu veux en parler? J'en parle comme tu veux. On va en parler. En fait, c'est que si vous avez des élèves, des étudiants, des lycéens, des collégiens, en fait, dès que vous êtes enseignant et que vous avez donc des élèves, ça peut être intéressant pour les élèves de lire ça, comme ça ils ont le ressenti des profs. Et si vous êtes prof, et bien en fait, vous pouvez le lire, comme ça vous vous dites finalement, les miens, je les trouve des fois parfois teubés, mais je suis pas le seul. Et c'est rassurant. Ou des fois, mes élèves sont très drôles, et effectivement, ils sont très drôles. Parce que il peut tout se passer dans une salle de classe. Et quand c'est Vendry en plus qui vous raconte ça, c'est fait avec beaucoup d'humour. Le premier tome était excellent. Il y avait même de la pédagogie. Il t'apprenait des choses sur comment faire de la BD. Il t'apprenait des choses. Voilà, c'est là où la vraie patte de l'artiste, c'est qu'il arrive à te donner des petits tips, des vraies astuces pour écrire de la bande dessinée. À croire que le mec c'était son taf avant. Ah ouais, de donner des tips. Il continue à donner des tips pour aider les gens à écrire des BD. Et en plus maintenant, du coup, il a quand même fait son 2e tome pour se dire que vraiment ce qu'il fait comme étude ça fonctionne. Et il a pris un de ses étudiants pour l'éditer. Oui. Ça, c'est fort. Non, franchement, comment dire, regardez, ils sont teubés, mais il y en a qui s'en sortent quand même. Tu vois, ils sont tellement teubés qu'ils sont capables de méditer. Il a pris le plus teubé. C'est ça. Mais qui est devenu un dictateur. Et puis il y a alors lui, par contre, Vendry, il sait ce que c'est que de devoir faire des dédicaces. Il en propose pas. Voilà. Donc, il vous fait à 12 € le nouveau tome. Quel branleur. Il aurait au moins pu mettre un cul de bouteille de bière, tu vois. Non, ça, c'est du Vendry. Attends, il y a des trucs. Donc, 12 € le tome. 24 € les 2 tomes. Mais du coup, si tu veux juste le tome 3, par exemple, le tome 2, pardon, c'est 20 € et tu peux avoir le Death Note Dealer en tote bag. Un tote bag, le Death Note Dealer. Inspiré par Frazetta. Mais c'est pas celui de Frazetta. Voilà, c'est pas celui de Frazetta. Non, et puis en plus, il rajoute des bonus au fur et à mesure que les paliers passent, donc il va y avoir des pages supplémentaires, etc. Des mots d'excuses. Des mots d'excuses, diagnostic du docteur, carte de changement de nature, parce que beaucoup de ces étudiants changent de nature apparemment. Carte de menace, carte d'étudiant pour réduction sur BD. Il y a un sous-boc aussi, ceci est mon sang. Où il a voilà. du sang, il a du café dans les... Ça, c'est du Vendry, ça. Voilà. Là, il vient d'avoir le palier pour un accroche-port. Je change la face du monde. Voilà, pour montrer que tu es en train de travailler ou de finir ton niveau, comme il dit.
Bref, il y a plein de petites contreparties qui vont arriver au fur et à mesure qui sont plutôt rigolotes. Voilà, il est resté simple sur les enjeux, mais il joue plutôt sur s'il fait plein de trucs, il fera des contreparties plutôt sympas. Bon, là aussi, c'est baqué. Hein. Oui, c'est baqué. Il est à 174% à l'heure où je vous parle. Et il comprend pas pourquoi les gens veulent payer pour ces trucs, quoi. C'est n'importe quoi. Je pense Ah oui, en plus, il demande à ses étudiants de payer parce que c'est un mec, il a bien compris. C'est la première leçon qu'il donne à ses étudiants, c'est que l'important, c'est l'argent. Voilà. C'est une leçon importante. Alors, moi, je dis quand même que c'est crowdfunding vraiment éducatif parce que j'ai appris grâce à Vendry ce qu'était le jaspage. Ah, le jaspage. Qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est de colorier les tranches du livre en bleu. Enfin, là, en bleu en l'occurrence, mais de les trancher, de les mettre en couleur. Le jaspage. Tu peux avoir des jaspages dorés. Et là, attention, je crois que l'archiviste... non, je me suis dit peut-être qu'il va me dire, mais je croyais que c'était un autre mot. Peut-être c'est possible. Là, moi, je pense que Vendry le connaît. Alors, surtout, je connais uniquement en doré parce que ça se fait depuis longtemps, en doré. En doré. Et maintenant, il me semblait que la mode, c'était plutôt d'avoir des dessins en fait, sur la tranche. Ils le font aussi, oui, ça se fait aussi. Carrément d'avoir du dessin en jaspage. C'est ça. Voilà. Mais bon, c'est à 11 000 €, hein, donc le jaspage, c'est pas pour tout de suite. Voilà, mais là, ses amis veulent qu'il fasse les 1000%. Mais enfin, si vous voulez briller en société, jaspage, Je tiens à préciser que le mot jaspage signifie le travail qui consiste à faire des jaspures. Donc on fait des jaspages et des jaspures ce soir. Hein. Ok, je crois qu'on va pouvoir finir cette émission. Ouais, on a Jasper, c'est un peu comme palper le jaspé roulé. Jasper roulé. Putain, vous êtes sûr qu'on peut pas changer le titre là? Parce que j'espère rouler. J'aime beaucoup. Randall dit aussi faire des jaspures. Il y était aussi, hein, il est sur le coup, Randall. C'est bien. Je crois qu'on va pas garder le j'espère rouler. Désolé pour Castro, celle-là, on regardera ce titre-là pour quand on fera notre émission là-bas. Ouais, on peut la garder pour plus tard, Castro. Voilà. Elle marchera pour. Merci de nous avoir écoutés. Pour ceux qui nous suivent en live, on revient dans quelques minutes pour la suite. On va avoir du choix là, pour le titre. Merci à ceux qui nous suivent dans le chat de nous donner autant de bons conseils, de titres de bon goût, comme nous avons l'habitude de le faire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui, pour une fois, ne sort pas un jour férié. C'est une sorte de miracle. Pour le mois de mai. Ouais, c'est ça. Ça t'arrange les jours fériés, non? Ouais, non, ça me change rien vu que ça sort le lundi à 2h. Ça te change rien, les jours fériés, tu bosses pas, toi. Oui, oui, parce que toi... Dit le monsieur qui sort de 2 semaines de vacances. Bon, eh bien, merci de nous avoir écoutés. C'était pas le bon bouton. Parce que, vous voyez... Même Randall t'a dit, et le générique qui se lance pas. Si, là, il se lance. Je trouve ça très sympa parce que là, il y a vraiment beaucoup de titres. Il y a des fois où on rame, mais là, on en a 12, quoi. Non, merci beaucoup. Tu vas voir que la prochaine émission, on va... Et c'est pas le bon bouton. Voilà. ouais, mais non, je crois que c'est Jasper. Voilà. Quand on a les auditeurs qui nous disent ce qu'il faut faire en technique, c'est qu'à un moment donné, ils nous connaissent bien. Non, mais c'est pas bon, ça. On commence à être un peu connus. Merci encore et on se dit à très bientôt. Ciao. Ciao. À bientôt.